Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec la délégation Outre-mer au sein du Parlement européen à Strasbourg et j'ai l'honneur de recevoir toute l'équipe et également le président de cette délégation, Laurent Cypria. Bonjour Laurent Cypria. Bonjour Clara, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre association, votre délégation? Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui avec votre délégation? Déjà, c'est un grand plaisir d'être là. Donc, nous sommes venus représenter les Outre-mer. Donc, c'est la première fois cette année dans le EYE, le European Youth Event, que nous avons une délégation Outre-mer officielle qui représente la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Malheureusement, on n'a pas eu de délégué guadeloupéen. Il y a eu des petits couacs à ce niveau-là. En tant que chef de délégation, c'est entièrement de ma faute, mais c'est vraiment une volonté de notre part de nous différencier. Parce qu'il y a parfois des délégations qui ne sont pas forcément outre-mer en soi, mais qui ont véritablement à cœur de nous inclure dans ces grands événements européens. Et c'est véritablement là que nous devons être pour faire bouger les choses. Et c'est pour ça que je me suis investi là-dedans avec tous ceux qui m'entourent et que je suis ravi d'avoir aujourd'hui. D'accord, vous parlez de la délégation Outre-mer. Aujourd'hui, l'Outre-mer peut se sentir européen. Les personnes qui viennent des territoires d'Outre-mer peuvent se sentir aujourd'hui européens. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, pas plus ni moins que les autres, mais vraiment, comme nous avons une approche, en fait, nous sommes fondamentalement multiculturels. Nous sommes martiniquais, nous sommes guadeloupéens, nous sommes guyanais, nous sommes réunionnais. C'est vrai que c'est une identité en soi, mais nous sommes également caribéens, nous sommes dans l'océan Indien, nous sommes sud-américains, nous sommes français déjà. Et ensuite, embrasser la dimension européenne, c'est une compréhension de sa citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne dépendent et qui ne se mettent en place qu'en Europe, qui ne dépendent pas de nos collectivités locales, qui ne dépendent pas de notre municipalité. Et c'est là qu'il faut aller chercher le point de changement, le point d'influence, le point de coopération où on va rencontrer des gens d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, plus d'Angleterre malheureusement, mais peut-être de Pologne, d'Estonie, de Lituanie, de Suède, de Finlande, etc. Et on va réaliser que, mais attends, nos problèmes ne sont pas uniques. Eux, ils réfléchissent à des solutions. On brainstorm ensemble, on bocante ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va faire la différence quand on va revenir dans nos territoires et on va travailler en commun pour vraiment établir quelque chose de concret. Voilà. D'accord. Vous êtes arrivé aujourd'hui au sein du Parlement européen. Quelles sont les activités que vous avez effectuées aujourd'hui ? Alors, nous sommes accrédités, donc nous avons une accréditation officielle pour chacun d'entre nous. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps quand il y a 10 000 personnes qui doivent rentrer. Mais au-delà de ça, nous avons participé à la cérémonie d'ouverture dans laquelle j'ai fait une intervention plutôt remarquée, je pense. Et par la suite, nous avons établi notre workshop après avoir déjeuné. Donc, c'était un workshop sur le bocantage. D'accord. Le bocantage, c'est une méthode qu'on a mis en place en Martinique et qui fonctionne très bien, pour laquelle on a voulu apporter nos résultats. On ne se contente pas de dire « Ah oui, il faudrait faire, peut-être que, éventuellement, non ». On dit « Voilà le projet qu'on a mis en place en 2020. Voici 3 ans après les résultats qu'on a obtenus. Est-ce que vous pouvez vous en inspirer ?» Et dans ce workshop, on a vraiment eu de la chance de voir des Polonais, des Italiens, pas que des francophones, même si c'était quand même la majorité. Et surtout, on a vu des gens qui connaissaient déjà la Martinique, puisque c'était le cas de la Martinique spécifiquement qu'on a abordé, et qui en avaient conservé une plutôt bonne image d'Épinal dans le cadre des vacances. Mais la vie, ce n'est pas seulement les vacances. Il y a aussi les difficultés et toutes les souffrances que nos territoires peuvent vivre. Et ça, on a voulu l'adresser en disant, nous avons des méthodes, nous avons des résultats. Est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour que nous allions ensemble plus loin ? D'accord. Vous avez dit que vous avez été reçu par des membres de l'Union de l'Europe, polonais, etc. Avez-vous été accompagné par des députés européens, martiniquais, guadeloupéens Où sont-ils ? Alors, ils sont là. C'est-à-dire que pendant l'intervention de la présidente de l'Assemblée, Madame Mensola, il y avait des députés qui étaient présents. Mais en fait, il faut comprendre que pour venir à ce type d'événement, il faut être sponsorisé par un député. C'est-à-dire que c'est le député, on compose nos délégations comme on veut, mais c'est le député qui nous dit vous avez 20 places.
Et à ce moment-là, vous faites venir les personnes que vous estimez être les plus à même de pouvoir dire, ben voilà, on représente tel territoire, etc., etc. Donc, à la base, si on est là, c'est aussi parce qu'on a été sponsorisé par l'un d'entre eux, qui est Max Orville. Après, dans le va-et-vient parlementaire qu'il peut y avoir entre Bruxelles et Strasbourg, ils ne sont pas toujours disponibles pour être là. Il n'a pas pu être là à cette première présentation, mais il a promis d'être là à la deuxième qui aura lieu demain. D'accord. Merci beaucoup. J'ai envie de parler à la Réunion. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Je suis Raphaël, je suis journaliste d'origine de La Réunion. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est réunionnais, on peut dire qu'on se sent européen? À mon niveau, comme je suis journaliste, je bosse sur la thématique de journaliste jeunesse, ce qui dit politique jeunesse. J'ai fait le calcul, il y a eu des remontées. Les jeunes aujourd'hui des Outre-mer, principalement à La Réunion, ne se sentent pas européens, ne se sont pas rattachés à l'Europe. D'accord. Et comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, les jeunes réunionnais ne se sentent pas européens? Ils ont fait un constat, c'est parce qu'ils ne se sentent pas vraiment écoutés par le député européen. Les élus, mais après, il n'y a pas de retour derrière. D'accord. On a la chance d'avoir la Réunion. Cette fois-ci, j'ai envie d'aller du côté de la Guyane. Monsieur, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric Hippolyte. Donc, je viens de la Guyane, comme vous l'avez dit. Donc, est-ce que, en tant que Guyanais, on se sent européen? Est-ce que quand on est en Guyane, c'est l'Europe? Il y a une grande différence. Et aujourd'hui, parce que je suis là, je représente également cette jeunesse-là, on peut supposer, on peut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une partie qui se sent européen, mais une autre partie de la population qui n'a pas ce rapport avec l'Union européenne, puisque là, ce qu'ils vivent, les Européens, l'Europe, ne vit pas. Donc voilà un peu ces deux contrastes-là. Une partie peut se sentir européen, une autre partie un peu moins par rapport à ce qu'ils vivent, aux situations qu'ils traversent. Vous vous sentez européen? Pour ma part, Oui. je me sens à moitié européen. Moitié, pourquoi? Moitié pourquoi? Puisque je suis quand même attaché à la valeur politique et je veux des réalités et ces réalités-là n'appartiennent pas à l'Europe, ça nous appartient à nous. Guyanais ou français? Ça appartient aux Français, aux Guyanais. Mais est-ce que le Guyanais c'est un Français. Il vit dans le département français, c'est un Français. Donc effectivement, je réponds à votre question. D'accord. Oui, vous avez fait un peu de la politique. Bon, mais si vous posez-moi la question, je pourrais vous la reposer. La question est, est-ce que vous vous sentez européen et français? Je me sens français, puisque je suis né sur le territoire. Et selon les lois, selon la Constitution, je suis français. Maintenant, la notion d'européen, je me sens à moitié européen, puisque la Constitution fait que je suis européen. Mais maintenant, est-ce que j'ai une identité européenne? Là est la question. Et je n'ai pas cette identité européenne. D'accord. Merci pour votre réponse. On va passer à la Martinique. Bonjour. Bonjour Clara. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, docteur Déborah Lenogue, donc très heureuse de faire partie de cette première délégation d'ultramarins multiples. Ouais. Vous sentez-vous européenne? Oui, vraiment, y a pas... cette question, elle ne se pose vraiment pas, en fait. Au contraire, pour moi, cette identité européenne, ça représente un grand nombre d'opportunités potentiellement. Et sur le territoire, en Martinique, à travers le COMOB, donc le collectif pour la mobilité européenne et internationale, on travaille pour ouvrir l'esprit des jeunes à cette identité parce qu'elle se vit. Donc il faut voyager, il faut aller à la rencontre des autres Européens. Et c'est ce qu'on essaie de faire et de promouvoir par notre présence ici. D'accord. Vous pensez aujourd'hui que les jeunes Martiniquais peuvent voyager comme ça dans l'Union européenne, surtout quand on constate une augmentation des prix des billets? C'est pas évident et ce sont des problématiques justement qu'on essaie de faire comprendre aux institutions européennes en se rassemblant pour montrer qu'avoir accès aujourd'hui aux dispositifs de mobilité, ce n'est pas évident lorsqu'on agit, par exemple moi avec mon association Santé et Résilience, sur le territoire martiniquais. Les prix
des forfaits ne correspondent pas forcément à nos besoins, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour nous permettre d'accéder dans des meilleures conditions aux dispositifs de mobilité européenne. Mais on progresse en se réunissant sur ces questions-là avec les autres territoires ultra-périphériques. D'accord, vous êtes docteur. On va parler un peu santé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au sein du Parlement européen, ils sont conscients de ce qui s'est passé dans nos territoires, tel que tout ce qui est relatif à la contamination du chlordécone? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vraiment... c'est un sujet qui peut émerger au sein du Parlement européen? Alors, je pense que ça ne va pas avancer au sein du Parlement européen tant que sur notre territoire national, on n'aura pas vraiment mis le doigt de façon précise et volontaire sur cette question. Maintenant, c'est très facile de faire le lien. En Europe, il y a énormément d'activistes qui s'intéressent à la question de la pollution par les pesticides. Ce n'est pas uniquement le chlordécone, il faut prendre en compte également la question des cocktails de pesticides, et ça, même sur notre territoire. Et il y a des gens qui le font. Il s'agit pour moi, à nouveau, uniquement d'unir nos forces de la bonne façon, de communiquer entre nous pour faire les ponts entre les populations, les communautés. Merci, docteur. On passe de l'autre côté. C'est un Martiniquais qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour, Caro. Pouvez-vous vous présenter? Nathaniel, entrepreneur martiniquais, sur l'Île-de-France depuis une dizaine d'années, qui a fait quelques allers-retours et qui se trouve maintenant plutôt sur l'Île-de-France. Et je suis très content et honoré de pouvoir être là et de partager des idées, même sur notre localité qui peut être vue comme petite, mais qui apporte quand même vraiment des idées qui permettent d'avancer et de prouver qu'on peut mettre des obligations sans pour autant mettre des menottes aux politiciens pour avoir des résultats et vraiment avoir une jeunesse qui a quelque chose derrière qui leur permet d'avancer. D'accord. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous voyez rentrer en Martinique? Alors, pour le coup, justement, j'ai déjà eu l'expérience de rentrer pour tenter de créer quelque chose qui, pour moi, s'est soldé par un certain échec, qui, pour autant, ne dit pas que dans le futur, je viendrai avec une autre idée, avec autre chose. Et je pense que dans tous les cas, c'est possible. Il y en a qui y arrivent, il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas faisable. Bien sûr, par rapport à l'Europe, si on se trouve en Europe, il y a des difficultés qui sont différentes, il y a des obstacles qui sont différents par rapport à ceux qui ont, on va dire, une plus grande partie des ressources et des business. Mais voilà, il y a des choses à faire quand même dans tous les cas. D'accord. Vous avez dit que vous avez été confronté à des obstacles. Rapidement, oui. Quels ont été les obstacles? Les obstacles peuvent être, on va dire, financiers. Ça peut être l'obtention de financement. Après, ça peut être aussi le fait d'accéder à certains médias. Voilà. Ça peut être le fait d'avoir un réseau particulièrement. Mais je pense que c'est surtout l'aspect financier qui met des barrières en soi. D'accord. L'Europe peut aider dans ce type de cas ou pas? Bien sûr, selon les idées. Je pense que toutes les idées ne sont pas forcément prêtes pour l'Europe et ce que l'Europe peut apporter. Mais je pense que bien sûr, l'Europe peut faire beaucoup et peut servir dans notre localité. Ouais. D'accord. Vous vous sentez français ou martiniquais? Je suis avant tout martiniquais, sans concession. Je suis français, bien sûr, puisque je suis né sur le sol français, la Martinique est française. Mais si on me pose la question, je suis avant tout martiniquais, je n'ai aucun problème avec ça. Et je suis français aussi, donc européen. D'accord. Maintenant, je vais passer à la dernière personnalité de cette délégation. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci Clara. Bonjour, je m'appelle Morgane Saint-Julien. Je suis originaire de la Guyane. Je fais partie de cette première délégation d'ultramarins, pas au complet, c'est vrai, ici sur le High. Je suis heureuse d'être présente parmi vous. D'accord. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui européenne? C'est une question assez difficile, je trouve, étant donné l'histoire et étant donné le contexte politique, social, économique actuel de nos territoires. Je m'estime européenne dans le sens où mon appartenance française fait que j'ai des prédispositions à l'être, mais dans le fond, se sentir européen, ça peut être difficile sur un territoire qui, des fois, est souvent enclavé. Je parle de la Guyane. Les disparités présentes sur le territoire de la Guyane sont telles qu'il est difficile de se sentir européen au sens du développement. Un territoire comme la Guyane, avec ses difficultés et ses opportunités également, peut trouver sa rédemption dans les fonds européens, notamment sur
grands projets industriels, on le voit. Hein. Il y a un accompagnement qui est fait, mais un accompagnement qui est fait sur la durée, sur le long terme. Les personnes qui ont accès, c'est souvent des personnes informées, des personnes qui ont le réseau nécessaire pour être accompagnées sur leur sujet. Mais nous, on se retrouve, on va dire, le commun des mortels, hein, les citoyens, qui n'auraient pas de grands projets et ou de grandes idées, à ne pas forcément se sentir dans notre quotidien européen. D'accord. Pour vous, aujourd'hui, la Guyane est aujourd'hui représentée au sein des institutions françaises, par exemple? En tout cas, je pense que c'est le travail de nos députés actuels. Il y a cette convergence d'idées que pour les territoires ultra-périphériques de se rassembler. Alors, je sais que ça s'était fait par le passé, je le sais, mais j'ai l'impression que cette nouvelle génération de députés ont l'ambition de faire mieux qu'avant. En tout cas, d'apprendre des erreurs du passé, d'apprendre aussi des réussites du passé pour aller de l'avant, pour faire en sorte que cette convergence d'idées, cette inertie, cette coopération existe pour de vrai et soit effective. Je pense également que le fait que les Guyanais puissent accéder aux études, donc partir, voyager en Europe notamment pour venir étudier, se former, leur donne un accès à de l'information et puis à une perspective qui leur permettrait de finalement intégrer l'Europe dans leur façon de penser, dans leur façon d'entreprendre. Moi, c'est mon cas personnel. Je viens de finir mes études que j'ai réalisées du coup sur le sol européen, en hexagone, ailleurs aussi dans le monde. Et aujourd'hui, je suis revenue sur mon territoire par choix, comme d'autres, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai retour des cerveaux. Il y a ce phénomène inverse qui arrive et qui est intéressant à constater, même si c'est à une échelle personnelle. Et justement, le retour, pourquoi? Pour pouvoir justement développer et arrêter d'entendre cette maxime comme quoi il faudrait partir de nos territoires parce qu'il n'y aurait rien. Dernière question, j'en profite. On sait que Gabriel Serville a entamé quelques actions en vue d'obtenir peut-être une évolution statutaire. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que la Guyane aille vers un peu plus d'autonomie? Alors, cette question, je la laisse aussi à mes élus, mais à titre personnel, et ça n'engage que moi, c'est une nécessité. Tout simplement parce que le modèle actuel pour la Guyane connaît ses limites, et on le sait. Et puis c'est aussi pour répondre à des revendications de population. Les grèves de 2017 l'ont prouvé. Il y a cette volonté qui n'était pas le cas avant, parce que ça effrayait le Guyanais d'entendre autonomie, parce qu'il associait directement à indépendance. Et c'était un mot qui faisait peur. Aujourd'hui, même si les grèves de 2007 ont affaibli, je dirais, l'envie de se mobiliser, parce qu'on le sait bien, elles ont été matées, ces grèves, il y a quand même cette ambition de changer de statut pour avoir de nouvelles perspectives. Et c'est ce que nos élus essayent de faire. Alors même si c'est vrai que les congrès qui sont actuellement organisés ne se déroulent pas forcément dans les meilleures conditions à chaque fois. Il y a des jeux d'ego, il y a souvent des prises de bec. Bon, ça reste un spectacle, mais j'aimerais que justement ce spectacle se transforme en action. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, tant bien que mal. Et on le verra bien, c'est une question qui prend du temps. En tout cas, elle est prévue par la Constitution, donc par le droit. Et j'espère qu'on ira au bout de ces problématiques. D'accord, merci. Laurent Cypria, je dois vous poser la question ou pas? Est-ce que aujourd'hui, vous êtes au sein du Parlement européen, vous pensez que la Martinique doit vraiment plancher sur une évolution statutaire ou bien renforcer et avancer vers un statut hybride comme certains élus le prônent aujourd'hui? Alors, mon point de vue là-dessus, c'est celui de l'importance et de la nécessité de faire progresser notre société avant de regarder des questions statutaires. Je n'ai pas forcément le sentiment qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait mettre en œuvre, mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que les élus ont leur temps, les administratifs, ceux qui travaillent dans les administrations ont leur temps, mais la société civile, le peuple doit faire quelque chose. En tant que chef de cette délégation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me sens césarien accompagné de Monerville, accompagné de Roland Garros, et peut-être, si on avait des Guadeloupéens, accompagnés de Saint-John-Perse. En fait, j'ai le sentiment, en allant ici, de faire revivre cette époque-là où on discute entre nous. Parce que le fait d'y aller seul, quand j'y étais en 2021, c'était surtout pour voir si c'était possible pour les autres de le faire en termes de moyens, en termes et en termes de logistique. Le Parlement européen a ses failles qui sont indéniables, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, elle a aussi ses fonctionnements et qui permettent à cette délégation de se faire avec un minimum d'investissement personnel. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle action on met en place par rapport à ça? Nous, on a eu vraiment à cœur d'aller dans cette dimension-là parce qu'il fallait bien recréer du lien.
C'est-à-dire que les politiciens entre eux se connaissent très bien, de nombreuses années éventuellement. Mais en tout cas, la société civile, nous, ce qui nous inspire, les autres, comment ils fonctionnent et comment on peut faire évoluer les choses, c'est à la rencontre. C'est dans les grandes rencontres comme ça qu'on les fait. Et le fait de pouvoir y aller ensemble, vraiment, je me sens très, très inspiré par les membres de cette délégation. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec eux sur certains points. Par exemple, le centre spatial en Guyane, c'est l'Europe. C'est une construction de l'Europe. Maintenant, le centre européen, ce n'est pas toute la Guyane. Il y a des réalités qui ne sont propres qu'à eux et ça, on doit le respecter, le prendre en compte. Le Parlement européen, à cause justement de son niveau de vue, n'a pas forcément ces préoccupations-là en tête. Mais quand il y a des réunions antiracistes, quand il y a des workshops, des ateliers, des choses qui ne sont pas forcément très grandiloquentes ou qui ne sont pas très sympathiques à faire, mais qu'il faut le faire, il faut justement y aller. Parce que si on n'y va pas, ils considèrent que ça ne nous intéresse pas et que par conséquent, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas. C'est juste un éloignement, c'est un loin des yeux, loin du cœur, qui malheureusement nous impose de devoir aller à leur rencontre, de leur tendre la main et de leur dire voilà ce que nous avons à dire, voilà ce que nous avons à proposer, voilà comment nous avançons, voilà comment nous évoluons. Parce que sinon, ils ont 300 millions d'habitants et de multiples territoires, des problématiques de guerre à gérer, etc. etc. Donc, je ne les dédouane de rien. Ils ont leurs responsabilités à prendre. Mais par contre, nous, en tant que société civile, on doit être vus. On doit être vus. Et la réunion, ça a été particulièrement un combat d'avoir des réunionnais avec nous parce qu'on est moins connectés à eux, forcément. Et pour autant, on veut entendre leur voix. On veut entendre ce qu'ils ont à dire. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, on a tendance à se connecter, mais on veut savoir ce qu'ils disent. Et on veut qu'ils le disent aussi aux autres membres des délégations de tous les pays qui soient. Donc, on a une discussion entre nous en interne pour déjà faire le point. Quelle est notre réalité concrète, comment nous voyons les choses. Et ensuite, on a une discussion vers les autres. On leur propose des choses, mais on est aussi à l'écoute. Et c'est ça, toute la nécessité d'être ici. D'accord. En tout cas, je vous ai écouté attentivement. Je l'ai compris, vous n'êtes pas pour que la Martinique soit autonome. C'est bien ce que j'ai compris dans votre discours. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais en tout cas, il a été aussi long. Et comme vous n'avez pas répondu à ma réponse, à ma question, je suppose que ça signifie non. C'est pas ça que je pense. Non, sérieusement, pour répondre, je pensais avoir répondu au début de la question. La question de l'autonomie, en tout cas constitutionnelle, moi, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on pouvait mettre en place avec le statut actuel. Et je suis persuadé que le temps des élus, le temps des administratifs et le temps de la société civile ne sont pas le même. Donc faire évoluer la Martinique, faire plus d'autonomie, je ne suis ni pour ni contre en réalité. Tout dépend de ce que le peuple est prêt à faire et ce que nos populations sont prêtes à endosser. Mais en réalité, il y a déjà tellement de choses desquelles nous ne profitons pas et qui sont pourtant à notre disposition, qui sont tout autant pour nous que les Polonais, les Allemands, les Italiens et les autres, mais simplement ils y ont accès. Oui. Déjà, c'est la première phase à mettre en œuvre. Avoir notre dialogue entre nous et avec les autres. C'est uniquement la raison pour laquelle nous sommes là. À la suite de ça, on peut se dire, OK, là maintenant, on sait ce qu'on veut plus et comment on va l'obtenir par l'outil constitutionnel. Mais en réalité, ce qui compte, c'est d'abord d'être là et d'abord d'être connecté en fait à cette réalité-là. Et tout ça dépend du niveau de conscience de chaque citoyen. Certains s'arrêtent au niveau local pour les raisons qui sont propres. Je ne fais pas de classement, mais certains vont au niveau national et d'autres vont au niveau européen et d'autres vont au niveau mondial. Et conscience même de l'humanité, c'est quelque chose que nous avons, je pense, par rapport à nos racines, nos histoires, et c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant. Après, comment on le fait, c'est la liberté de tout un chacun. Et dans cette délégation, c'est cette liberté qui demeure. D'accord, nous avons parlé identité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la jeunesse. Quelles sont les difficultés que les jeunes vous relaient sur le terrain ? Là où je dis qu'il y a un véritable pont entre nos problématiques et les leurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux taux qui sont particulièrement alarmants en Europe. C'est celui du chômage. Quand on dit les taux de chômage qu'il y a dans nos îles à quelqu'un qui vient du territoire européen ou qui vient même dans les pays de l'Europe de l'Est, ils se disent, mais avec un taux comme ça, il y aurait déjà une révolution chez nous.
Donc, du coup, ça permet d'ouvrir cette conscience-là et de se dire que nos territoires sont très résilients et sont même plus que certains territoires qui seraient déjà rentrés en lutte, en fait, par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est les meilleurs exemples qui soient. Et le deuxième indicateur, celui qui personnellement me fait le plus peur, c'est l'évolution des conflits et des guerres. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction, et je crois que l'histoire nous enseigne, que quand il y a un début de guerre en Europe qui rentre insidieusement par l'Ukraine, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on ne va pas être touché. Ça, c'est les héritages de 39-45, c'est les héritages de la fin des colonisations, c'est l'héritage de la décolonisation britannique. C'est pas parce que quelque chose se passe. En fait, on peut penser qu'on est tranquille, on est loin, on n'est pas impacté, on est isolé. En fait, dans le monde, rien n'est isolé. D'accord. Vous avez parlé de la problématique du chômage. Comment pourrait-on lutter contre le chômage, surtout au regard des jeunes? Comment lutter? Quelles sont les mesures qu'aujourd'hui on pourrait mettre, les députés, les acteurs politiques pourraient mettre en place pour les jeunes de nos territoires? Alors, si j'avais une solution pragmatique pour le chômage, je serais déjà député ou je serais peut-être président de quelque chose. Bientôt. Mais en fait, je n'ai pas de solution en tant que telle. La discussion vient du brainstorming. On revient au brocantage. Par exemple, quand j'ai participé en 2021, on était plein dans la crise Covid. Les personnes qui ont perdu leurs entreprises, leur travail dans cette crise Covid, que ce soit en Martinique ou je ne vais pas prendre tout le temps la Pologne, mais en Estonie, en Suède, en Finlande, en Espagne ou en Italie ou en Portugal, tout d'un coup, en fait, ils réalisent que oui, mais c'est un vrai problème. Donc, quand ils mettent en place des solutions, en tout cas, ils essayent de faire quelque chose. Nous, on garde une oreille attentive, on se dit, on ne sait jamais, on va peut-être trouver quelque chose qui va fonctionner chez nous. Et dans cette logique-là, par exemple, j'avais discuté avec des Espagnols en 2021 qui nous avaient dit qu'eux, ils montaient des clubs d'entrepreneurs en ligne pendant la période du confinement, entre guillemets, même si c'était dans des conditions différentes de celles de la France, bien entendu. Mais ça leur a permis de préparer le retour, en fait, en amont. De pas laisser cette situation devenir dépressive pour ceux qui en souffraient et de déjà anticiper, de se dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place quand ce sera fini? On ne sait pas quand est-ce que ce sera fini, mais on se prépare déjà. On se dit, le besoin de la société va être là, 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 là. Donc, il va falloir créer des sociétés dans ce domaine, ce domaine, ce domaine, ce domaine. Et donc, et déjà être prêt à les mettre en place au moment où la situation vient à abaisser sur le plan viral. Mais là, je ne suis pas médecin. Est-ce que vous avez entendu le créole dans l'hémicycle? On a apporté le mot brocantage. Qui l'a entendu sur le plateau? Je ne l'ai pas entendu. La langue créole. Même, non. C'est une langue qu'on doit retrouver au Parlement européen, Laurent Cypria. Oui. Parce que il ne doit pas y avoir de gradation entre les modes d'expression. Et chez les jeunes particulièrement, c'est mis en valeur, concrètement. C'est-à-dire que personne ne va nous empêcher de parler créole. Personne ne peut nous empêcher de parler créole. Mais ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'on en fait un bâton de guerre, en fait. L'anglais est globalement le plus admis parce que c'est ce qui permet l'échange d'idées. Mais après, quand on rentre dans l'intime, quand on sort justement des costumes, des cravates, des salons feutrés, hein, on aime bien ça, mais il n'y a pas que ça. En fait, on va prendre notre langue maternelle pour même échanger entre nous, pour faire des raccourcis plus simples. Je disais loin des yeux, loin du cœur, mais qu'est-ce que j'ai donné comme expression il n'y a pas longtemps? Pendant le workshop, j'ai donné, c'est du français malheureusement, mais il y a un peu de créole dedans. On ne veut pas de la violence, on veut coquer. Mais le problème... On sera censuré. On ne sera pas censuré. On sera censuré. Pourquoi? Et d'ailleurs, Déborah a très bien traduit. En ça, on veut faire l'amour, on ne veut pas la guerre. Mais parfois, je leur donne des petites expressions qui vont retenir, parce que c'est comme des petits bonbons. C'est notre culture, c'est l'image, la simplification, l'humour. Donc, quand on leur donne ça, les 2-3 personnes qui avaient déjà vécu en Martinique étaient mortes de rire à leur table. Pourtant, ici, c'est l'anglais qui domine, l'espagnol, l'allemand, une grande majorité d'Allemands. Mais les 2-3 qu'on a réussi à choper, à qui on a glissé un petit mot de créole,
j'ai le sentiment qu'ils repartent avec autre chose. C'est pas du folklore, c'est pas du jusqu'au boutisme, le créole, nous peut pas les créoles, si nous ne pas les créoles, nous ne pas les créoles. Mais entre nous, on se simplifie les choses en adoptant cette langue-là et en échangeant, en apprenant des expressions réunionnaises, des expressions guyanaises. Nous-mêmes, ah oui, hier soir, on en a une très très bonne, c'était « Tipoul suiv Tikana, Tipoul neye ». Cédric, notre ami réunionnais, dit « Vous dites ça aussi ?» J'ai dit « Mais c'est le bon sens même. C'est pas une question du plaisir de rester entre nous, c'est le bon sens même. » Et le bon sens l'emportera toujours, quelle que soit la langue. C'est vrai. Alors, les territoires d'outre-mer ne veulent pas de la violence, mais ils veulent rayonner. Hein. On va essayer de modifier. C'est ça. On veut pas de la violence, on veut rayonner. On va calmer les choses, on veut rayonner. Voilà. Le mot de la fin, je vais vous laisser résumer par un mot votre journée. Magnifique. Magnifique. Une journée enrichissante. Enrichissante. Beau cantage. Beau cantage. Énergisant. Énergisant. Aventure. Aventure. Laurent. Fierté. Fierté. Fierté, ah ouais. Mais yo, mon content, petite délégation ta et les moditi c'est pas en réduction, c'est premier coup par coup, nous avons essayé mettre petit brin graisse, petit brin la glu pour bailler la prix et puis les prix, nous avons venir puis plus moun encore dans 2 ans, nous avons avancé, nous avons fait en force pour nous ça parler bayo. Et là nous parler bayo, il y a ça député à Acadie, il y a ça c'est fonctionnaire à Acadie et puis il y a ça peuple à Acadie. Et nous avons porté parole là, pour talent là, en les Martinique première, en les émissions là, et puis en les toutes interviews yo comment des mains, c'est plus grand plaisir comme on a parlé de ça. Très bien. Et pour moi, je vais terminer par gratitude pour cette délégation qui a accepté que je mène les échanges. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci, Laurent. Avec grand plaisir, Clara. Merci Clara. et à bientôt. Merci.